Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Le sport se porte bien, la MotoGP va bien. Les spectateurs, l'ambiance, les pilotes, les motos, le spectacle en piste, je me régale actuellement. La MotoGP est le sport le plus divertissant sur cette planète. Je pèse mes mots, on s'ambiance à fond tous les week-ends, toutes les sessions, toutes les séances. Il n'y a pas un moment où je regarde la MotoGP et je me dis « Tiens, c'est un peu ennuyant, tiens, si je changeais ». Impossible, c'est exceptionnel ces derniers temps et on passe sur ce BRK du Grand Prix d'Espagne et pour une fois, nous ne commençons pas par Honda, mais c'est bien Yamaha qui termine dernier de cette course principale à Jerez. J'ai dit ça avec le sourire, mais la situation chez Yamaha était terrifiante. Le week-end commence très mal et c'est peut-être le week-end le plus bizarre de l'histoire du constructeur japonais. On commence avec des essais catastrophiques, une moto terrifiante à piloter. Les pilotes se sont plaints du sous-virage en entrée comme au milieu du virage. Énormément de sous-virage avec cette Yamaha M1 de 2024. Très difficile à piloter, très physique à piloter, donc les pilotes n'ont pas réussi à sortir quoi que ce soit, une quelconque performance. Pire qualification de l'histoire de Fabio Quartararo, 23e sur la grille de départ, 23e Fabio Quartararo, champion du monde en 2021, vice-champion du monde en 2022. En 2024, il part 23e sur un circuit comme Jerez qu'il apprécie, où il a été vainqueur, multiple podium. Enfin, c'est terrible comme situation. Il faut remettre dans son contexte, mais c'est affolant. Et après, on a une course sprint qui n'a aucun sens. Quartararo, un départ boulet de canon, une course maîtrisée, réfléchie, belle défense sur Dani Pedrosa. Il va terminer 3e et à cause d'une pénalité suite à une mauvaise pression des pneumatiques, il se voit retirer cette médaille de bronze qu'il laisse à Dani Pedrosa et termine, je crois, en 5e position. Donc, enfin, le podium, les montagnes russes en fait. Yamaha, c'est quoi? C'est 23e en qualif, podium en sprint, on enlève le podium en course principale. Quartararo va faire 15e. C'était n'importe quoi. Mais bon, la moto était très difficile. J'allais dire c'est un coup de chance cette course sprint. Non, c'est le talent de Quartararo qui a vraiment réussi à mener la Yamaha jusque-là. Mais bon, en soi, on est d'accord, il n'avait rien à faire en 3e position. Donc, très belle course sprint de Quartararo. Mais la moto était juste terrible et impossible de performer avec ça, que ce soit pour Rins ou pour Quartararo. Donc voilà, pas grand chose à dire de plus avec une moto comme ça. Des upgrades vont être apportés avec les tests de Jerez. Mais pour l'instant, sur le week-end, c'était juste mauvais. Je passe à Honda et alors là, un week-end surprenant, pas autant que celui de Yamaha. Forcément, ils n'ont pas marqué autant de points, ils n'étaient pas sur le podium. Mais Juan Mir a été plutôt régulier, a été plutôt bon. Juan Mir n'est pas tant tombé que ça, n'est pas tombé d'ailleurs, ce qui est plutôt intéressant. Et il nous fait vraiment un beau week-end. Voilà, je voulais souligner ça parce que certes, il a des difficultés depuis 2 ans maintenant. Mais là, cette fois-ci, Juan Mir était le meilleur pilote Honda avec Johann Zarco. Mais comme l'année dernière, Johann Zarco ne finira pas la course, chute en course sprint, chute en course principale. Et je vais revenir sur la chute de Johann Zarco en course principale avec Aleix Espargaro. Contact d'Espargaro qui vient derrière lui. Pour moi, Johann Zarco n'est en aucun cas le fautif. Espargaro est derrière, Zarco est juste un tout petit peu plus large. En plus, Aleix Espargaro se rate. Enfin, rien ne va. Il vient accuser Zarco, il vient se plaindre. Je ne comprends toujours pas Aleix Espargaro. Je pense, pour moi, il était pénalisé, il devait être pénalisé. C'est lui qui vient percuter un pilote devant lui et il le fait tomber. Aucune pénalité. Enfin, quand Miguel Oliveira l'année dernière fait tomber Aleix Espargaro au Qatar, il est pénalisé. Là, cette fois-ci, rien du tout. Donc, c'est vrai que je ne comprends pas. Il n'y a même pas un long lap, 3 secondes. Enfin, je ne sais pas. Voilà, je ne comprends pas trop. C'est dommage pour Johann Zarco qui aurait pu bien performer en course sprint et qui vient perdre l'arrière dans ce dernier virage du dernier tour. Mais bon, à part ça, pas grand chose à dire pour Honda, mis à part la belle performance de Juan Mir à souligner qui vient prendre son premier point de l'histoire en course sprint. Premier point pour Juan Mir en 2 ans en course sprint, c'est plutôt cool.
et aussi 12e place sécurisée pour Juan Mir en course principale. Donc voilà, la Honda ne fonctionne pas mieux, ça je vous l'annonce, mais en tout cas Juan Mir prend confiance, prend des points et c'est idéal, c'est vraiment pas mal. On a vu une toute nouvelle moto apportée par Stéphane Bradel avec beaucoup de changements sur l'aéro, beaucoup de changements sur le châssis aussi apparemment j'ai entendu dire, enfin j'ai lu. Donc on va voir ce que ça donne avec les tests de Jerez, mais j'attends de voir de nouvelles choses et c'est plutôt positif pour Honda, même si le week-end a été dans l'ensemble assez difficile. Je pense que pour certains, c'est la grosse déception de ce week-end. Aprilia, Maverick Viñales, Aleix Espargaro. Pour le coup, personnellement, j'attendais beaucoup de la part d'Aprilia. J'ai vu que c'était une moto qui fonctionnait très bien sur les portions fast and flowing de certains circuits. Par exemple, aux États-Unis, dans les S, ils étaient super rapides. Dans le dernier secteur, ils étaient super rapides. Enfin, à Portimao, Maverick Viñales s'en est très bien sorti aussi. Je me suis dit, sur un circuit aussi rapide que Jerez, forcément, les Aprilia vont performer. Et non, finalement, ils n'ont pas réussi à trouver de la performance. Miguel Oliveira le disait, un petit manque de traction, un manque de confiance. Ça glissait pas mal pour la RSGP 24. Donc, c'était compliqué pour les différents pilotes d'aller chercher réellement de gros tours, de la régularité sur les courses. Enfin, voilà, donc un week-end assez mitigé. Oliveira va même mener les Aprilia sur la course du dimanche, donc c'est assez étonnant. Pendant la course sprint, le team officiel par terre, malheureusement, sur des erreurs de Viñales, d'Aleix Espargaro sur des taches d'humidité. Mais bon, ils se sont fait piéger comme un petit peu tout le monde. Donc voilà, pas d'exploit de la part de Raúl Fernandez. Miguel Oliveira qui prend un top 8 tout de même pour la course principale. Viñales qui qui limite la casse, pas vraiment. Il est quand même 9e, donc c'est très loin. C'est un gros coup pour le championnat, même si, on va le voir plus tard, le leader, il lui est arrivé quelque chose. Mais c'est vrai que le week-end d'Aprilia, ils ont été plutôt transparents, plutôt invisibles et pas réellement performants, un peu à l'image de KTM et on en parle tout de suite. Pedro Acosta est donc humain, Pedro Acosta fait des erreurs, Pedro Acosta se rate, Pedro Acosta tombe, Pedro Acosta me fait plaisir, fait quel week-end encore une fois de la part de Pedro Acosta. Alors oui, peut-être qu'on peut s'arrêter sur sa performance en course principale où il va terminer 10e, mais encore une fois c'est un top 10 pour sa 4e course en MotoGP en étant rookie avec un départ ultra compliqué. Mais Pedro Acosta me régale. Une qualification sous la pluie, enfin en tout cas sur une piste très difficile. Il vient tomber en qualification alors qu'il faisait un énorme tour qui, je crois, pouvait le placer sur les 2 premières lignes assez largement, pourquoi pas même en première ligne. Mais bon, il m'impressionne. Il m'impressionne forcément. Petite erreur en qualif pendant la course sprint avec une piste ultra piégeuse. Pas de chute pour Pedro Acosta, il vient malgré un rythme plutôt inférieur au leader, il vient quand même se mettre sur la 2e marche du podium. Enfin, Pedro Acosta a été encore une fois hors norme et je me suis régalé en voyant ce pilote. Bon, je vous l'accorde, pendant la course principale, le départ fut très mauvais malheureusement. Il s'est fait gêner dans le premier, dans le 2e virage, on le voit à l'extérieur. Enfin, très difficile de se lancer pour Pedro Acosta sur cette 2e course en partant en 10e position. Il est remonté, il y a eu des dépassements, il y a eu quelque chose assez sympa, mais le rythme n'était pas vraiment présent et on doit ça à une KTM pas réellement performante comparée à l'année dernière. Et oui, car je parle de Pedro Acosta, mais finalement, c'est le 2e meilleur pilote KTM encore une fois. Donc, Augusto Fernandez, toujours pas de performance. Jack Miller qui part à la faute, mais qui s'était fait doubler de toute manière par Pedro Acosta. Alors, le contact Miller-Morbidelli, encore une fois, pour le coup, Miller s'énerve, mais je ne trouve pas que ce soit réellement la faute de Franco Morbidelli. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce 2e incident dans le virage numéro 5. Mais je trouve que les trajectoires se croisent et pour le coup, Jack Miller est plus fautif que Franco Morbidelli sur cette action. Bon, je ne vais pas y passer 2 heures non plus. Voilà, c'est un fait de course, ça a été traité en tant que tel. Encore une fois, pas de pénalité, très bien. Bon, voilà, on passe à autre chose.
Brad Binder s'est plaint énormément du mouvement, de chattering, d'énormément de choses. La moto n'était pas stable, la moto n'était pas efficace sur tout le week-end, que ce soit sur un tour chrono, que ce soit pendant les courses. Et Brad Binder, en plus, est tombé pendant la course sprint dans cette triple chute avec Marquez et Bastianini. Donc voilà, week-end très difficile pour KTM, même si le résultat final de Brad Binder pendant cette course principale n'est pas tellement décevant vu que les Ducati étaient intouchables. Donc voilà, bien joué à Brad Binder qui limite la casse, mais on est encore sur un manque de régularité. C'est pas ce qu'on attend du pilote numéro 1 chez KTM. Donc voilà, mais Pedro Acosta, moi malgré tout, il m'a fait rêver. Franchement, il m'a fait rêver ce week-end. Et vous le voyez, ça va plutôt vite sur ce BRK numéro 4, tout simplement parce que bien, je n'ai pas grand-chose à dire. Tous les pilotes, toutes les écuries, tous les constructeurs que je viens de citer ont été assez transparents, ont été assez cachés par la domination écrasante de la part de Ducati ce week-end. Si au Texas, ils avaient été doublés par Aprilia, ils avaient été doublés par Pedro Acosta et sa GasGas, sa KTM, eh bien cette fois-ci, le top 5 est sécurisé. Top 5 full Ducati, 6 Ducati dans le top 7 et encore on a eu une chute de Jorge Martin. Donc la domination était totale, c'était magnifique de la part de Ducati. Donc on va parler de tous ces pilotes qui nous ont offert un week-end extraordinaire. Premièrement, la première erreur de Jorge Martin dans ce championnat du monde 2024. Première fois qu'il part à la faute, première fois depuis le début de saison qu'il ne va pas monter sur le podium et ça fait très mal au championnat. Bagnaia revient à 17 points, je crois. Donc, c'est énormissime. Énormissime de la part de Bagnaia, mais on en reparle juste après. Martin, première erreur sur un freinage à l'épingle d'Dani Pedrosa sur le virage numéro 6. Alors, depuis le début de la course, moi, je le voyais freiner ultra tardivement, plus tard que Francesco Bagnaia, et je me disais mais comment va-t-il faire? Alors même s'il était devant, même si son pneu avant ne chauffait pas, c'est vrai qu'il appuyait énormément sur les freins, que ce soit au virage Lorenzo ou que ce soit à l'épingle du virage Dani Pedrosa. On voyait un Jorge Martin hyper tardif sur ses phases de freinage et malheureusement l'avant vient croiser, il perd l'avant. Alors on le voit un peu surpris, mais pour le coup, personnellement, je n'étais pas si surpris que ça. Je me disais, mais comment c'est possible de pousser aussi fort sur l'avant de sa moto sans tomber? Eh bien, il y a un moment où ça a cédé. Donc, je ne sais pas si c'est une erreur de pilotage, si c'est un freinage un tout petit peu trop tardif, si c'est l'avant qui ne supportait plus. Mais dans tous les cas, Martin a vraiment forcé et il l'a payé malheureusement. Donc, une erreur à la Martin comme l'année dernière. Et il a dit, il n'a plus le droit de faire ce genre d'erreur. Je pense que là, c'est l'avertissement. Et s'il y en a d'autres, eh bien, ça va profiter à Bagnaia qui a des débuts de saison compliqués à chaque fois et qui, à partir de Jerez, se remet dans le droit chemin. Et c'est la même chose cette année, comme en 2022, comme en 2023. Ces 2 années où il a été champion du monde, le début de saison est mauvais. À partir de Jerez, il gagne et après, il est inarrêtable. Donc, on va voir si ça se reproduit encore une fois cette année. Mais bon, Jorge Martin part à la faute. Leader de la course, leader du championnat. Ça remet toutes les cartes en jeu, même si on n'était qu'à la 4e course et le championnat n'était clairement pas plié. J'ai fini cette partie sur la chute du leader du championnat du monde qui me paraissait très intéressante et très importante. Mais plus que la victoire de Bagnaia, plus que la régularité de Bastianini dont on va parler après, l'adaptation est terminée. C'est pour moi le plus gros point à souligner ici à Jerez, Alex Marquez, Bezzecchi, Marc Marquez, 3 pilotes, 3 GP23, 3 pilotes qui nous ont fait rêver ce week-end. Ils sont de retour. Bezzecchi l'avait dit, hein, c'est le temps de s'adapter. Il avait des difficultés, que ce soit pendant les tests hivernaux, pendant les premières courses, à s'adapter à cette GP23. L'année dernière, Martin, Bagnaia n'ont pas fait des débuts de saison tonitruants avec la GP23. Donc, c'est une moto qui demande un temps d'adaptation, qui demande une certaine finesse, qui demande un certain style de pilotage. Et j'ai l'impression que nous avons 3 pilotes qui commencent à réellement comprendre et qui donc font des résultats géniaux. Alex Marquez 4e, Marc Marquez 2e et Marco Bezzecchi de retour sur le podium devant son mentor Valentino Rossi. Donc encore une fois, l'adaptation est terminée, ça fait plaisir. Et juste avant Le Mans, terre de Marco Bezzecchi, nous arrivons avec un pilote numéro 72.
au meilleur de sa forme et ça va être exceptionnel, ça promet du beau spectacle. Forcément, je suis obligé des deux pilotes qui me régalent derrière avec leur régularité, avec leur constance, Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio. Alors Di Giannantonio un petit peu plus discret malheureusement, mais Bastianini, même les week-ends où c'est difficile, c'est top 5. Bastianini, si c'est difficile, si c'est facile, soit c'est podium, soit c'est dans le top 5. C'est ce qu'on attend d'un pilote qui joue le titre de champion du monde et je pense qu'il est dans une saison, qu'il est dans une série. Là, on a de la confiance et même quand il galère, top 5 où il va dépasser Brad Binder, où il a une course difficile, mais pour le coup, il me régale. Enea Bastianini, gardez un œil sur lui là, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, le numéro 23, j'en peux plus. Il est, pour moi, c'est un peu comme Pedro Acosta. C'est ce pilote cette année qui me fait rêver, qui me fait kiffer la saison, quoi. Forcément, je suis obligé de terminer cette parenthèse sur Ducati, cette page sur Ducati, cette vidéo même sur Ducati, avec la bataille, le choc des titans, Francesco Bagnaia, Marc Marquez, le duel incroyable. Mais dans ce double droit là, Marc Marquez qui vient faire des attaques. Alors Bagnaia, il me surprend moi. Bagnaia me surprend parce que le début de saison est compliqué, parce que la confiance n'était pas forcément là, parce que les critiques arrivaient. Forcément, on est champion du monde, on tombe, les résultats ne sont pas exceptionnels. Forcément, la critique arrive, on a la meilleure moto. Bon, il fait taire tout ça en mettant dans sa poche, alors qu'il est à domicile, l'octuple champion du monde. Enfin, et là, il lui a vraiment mis une petite fessée, là, une petite claque sur la nuque. Il lui a dit, c'est moi le champion du monde. Mais franchement, Francesco Bagnaia, on parle d'un début de course où il suit Jorge Martin à 1 cm. On parle d'un début de course où il fait un double dépassement par l'extérieur à la fin de cette ligne droite à la sortie du virage numéro 5, arrivé au virage numéro 6, un dépassement comme on en a rarement vu, comme on en voit d'ailleurs jamais en fait. L'année dernière, il a failli le faire en Thaïlande. Cette fois-ci, c'est totalement réussi en Espagne. Magique, magistral, Francesco Bagnaia. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez, mais ce dépassement, pour moi, il est magnifique. C'est un des plus beaux de la saison, voire le plus beau depuis le début de la saison. Donc cette bataille nous a régalé entre Marc Marquez et Francesco Bagnaia. Donc Bagnaia, je vous le rappelle, il suit Martin à la trace à quelques centièmes de Jorge Martin. Il a dû avoir le pneu avant qui chauffait. Pas d'erreur, pas de chute, pas de dépassement, pas de précipitation. Et après, une fois qu'il est en tête, il gère son avance. Une fois que Marquez l'attaque, il défend. Il défend sur Marc Marquez et même il met dans sa pocket Marc Marquez. Enfin, Marc Marquez à domicile, en confiance, qui partait en pole position. Est-ce que je suis obligé? Marc Marquez qui a dit que son adaptation sur la GP23 était terminée, qu'il comprenait la moto. Et là, on a un Francesco Bagnaia qui garde sa première place. Enfin, moi, incroyable. Franchement, il m'a fasciné sur cette course. Alors que son dépassement, son premier croisé dans ce double droite sur Marc Marquez, il est un peu sévère parce qu'il est derrière Marc Marquez. C'est lui qui vient pousser Marquez, qui vient l'écarter de sa trajectoire. Ça m'aurait pas étonné qu'il y ait une petite pénalité pour rendre la position, mais c'est ça aussi qui est cool. Marc Marquez n'était pas énervé. Enfin, franchement, on se régale. Ces deux pilotes-là m'ont régalé. Et quel week-end, quelle course. Encore une fois, merci au numéro 63, merci au numéro 93 qui nous ont proposé un super spectacle. On passe à la Moto 2 et la Moto 3. Encore une fois, si la MotoGP était passionnante sur tout le week-end, la Moto 2 et la Moto 3, c'était vraiment plutôt calme. Première victoire cette saison de Firmin Aldeguer qui lance pour une fois réellement sa saison. On a eu des petits moments où on s'est dit « Ok, c'est maintenant le podium ». Eh bien non, cette fois-ci, Firmin Aldeguer gagne avec, j'allais dire une facilité déconcertante. Non, mais avec facilité, avec maîtrise, avec une domination certaine. Bravo Firmin Aldeguer à domicile, donc que dire de plus? La course était assez calme. Sergio Garcia dans la difficulté qui continue d'être régulier. Joe Roberts, encore une fois, 3e podium consécutif, 2e place consécutive. Et il prend notamment la tête de ce championnat du monde Moto 2. Donc très intéressant. Gardons un œil sur Joe Roberts, gardons un œil sur Sergio Garcia et surtout sur le favori de ce championnat du monde qui revient très très fort, Firmin Aldeguer, bien entendu. En Moto 3, encore une fois, plutôt calme, un top 4 qui s'est envolé, un top 4 qui a mis une pilule à la concurrence.
La grosse surprise, c'est la chute de David Alonso. Alors là, j'avais dit de parier sur David Alonso. Il tombe dans ce premier tour dans le virage Jorge Lorenzo. Donc bon, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Ça va probablement être la seule erreur cette année de ce pilote. Bon, voilà, ça arrive, c'est le début de saison, il faut bien se lancer. C'est dommage, c'est franchement dommage parce qu'il avait largement les capacités de gagner. On l'a vu, il a fait une super remontada. Il est tombé, je crois qu'il finit dans le top 10, quelque chose comme ça, ou 13e, enfin je ne sais plus trop, mais je crois qu'il est dans le top 10 alors qu'il est tombé, reparti dernier, remontada. Enfin, exceptionnel David Alonso, mais sinon très très belle victoire de Colin Veier qui a superbement bien défendu. Donc voilà, pas grand chose à dire de plus parce que ce n'était pas non plus hyper agité. Et voilà, merci d'avoir regardé ce Berka numéro 4. J'espère que ça vous aura plu. Pas grand chose à dire parce que le dimanche fut assez calme. Malgré la bataille et les moments de drame entre les Ducati, eh bien on n'a pas eu grand chose. Les autres marques étaient assez discrètes. Très peu de performances. Ils se sont fait dominer totalement par les Italiens. Donc voilà, grand bravo à Ducati. Moto 2 et Moto 3, c'était plutôt calme. Pas mauvais, pas de mauvaise course, mais c'était plutôt calme. Donc voilà, on sort de ce week-end à Jerez content. Prochaine course au Mans, j'espère que ça va être aussi génial que l'année dernière. Mais là, ce qui me fait plaisir, c'est surtout, on entend le public là dans le stadium. C'était mais la régalade, les dépassements de Marquez, l'ambiance et tout. J'étais chez moi tout seul sur mon canapé. Eh bien, je m'ambiançais aussi. J'étais autant dans l'ambiance que si j'étais dans le public. Donc c'était trop cool. Que ce soit le Texas, que ce soit Jerez. On s'amuse à fond en MotoGP, c'est le principal. Donc à la prochaine au Mans et portez-vous bien, faites attention à vous quoi. Et roulez bien aussi.